Et pour commencer cette émission, je suis avec Dominique Druon. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes présidente fondatrice d'Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. Alors je voulais qu'on se parle aujourd'hui de l'actualité de la gouvernance en cette année 2021. Vous me dites, la diversité s'est accélérée en matière de gouvernance cette année. Alors peut-être qu'il faut qu'on fasse un petit pas en arrière. Déjà, si on prend par exemple il y a 10 ans, quelle était la situation ? Eh bien justement, il y a 10 ans, on a fêté en début de cette année les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Donc on partait d'une situation de gouvernance dans les sociétés cotées, 7% de femmes au SBF 120, donc une gouvernance masculine, essentiellement financière, et donc essentiellement quelques écoles représentées et des schémas de cooptation d'administrateurs entre eux. D'accord. Des cumuls de mandats et des conseils d'administration, on va dire, plus âgés. Voilà. C'est-à-dire quelle moyenne d'âge ? Une moyenne d'âge largement supérieure à 65 ans dans les conseils d'administration il y a une dizaine d'années. D'accord. 10 ans plus tard, effectivement, la loi Copé-Zimmermann a tracé son sillon. Voilà. À l'issue des AG du printemps 2021, on a 46% de femmes dans les conseils d'administration du SBF 120. Donc, les quotas sont atteints depuis d'ailleurs quelques années, 2-3 ans au SBF 120, et on est rentré dans un schéma de renouvellement d'hommes et de femmes. Donc un schéma équilibré où, rappelons-le, la grande majorité encore de ces sociétés ont plus d'hommes que de femmes dans leur conseil, mais au minimum 40% de femmes. Donc, un schéma équilibré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a constaté un rajeunissement des recrutements, puisque des femmes seniors qui avaient dirigé des entreprises ou qui étaient aux manettes ou visibles, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a constaté une professionnalisation, l'appel à des cabinets, le fait de formaliser les profils recherchés, et ça s'est traduit par des recrutements de femmes puis d'hommes maintenant plus jeunes. La moyenne d'âge au SBF des recrutements était plutôt cette année des recrutements de 57 ans, et on a les conseils d'administration dont la moyenne d'âge des sociétés cotées plutôt autour de 60 ans. Ce qui est un signe aussi on a quelques trentenaires, des quadras, des quinquas, des sexas. On a moins de septuagénaires et plus. D'accord. Et c'est un signe aussi, au-delà de cette diversité, de proximité avec l'exécutif et de proximité, de sensibilité par rapport aux enjeux sociétaux et de transformation de notre entreprise, donc de notre société. On a vu les profils plus numériques, digitaux, et évidemment il n'y avait pas de parcours avec 20 ans d'expérience dans les plateformes digitales, le SaaS, donc des nouveaux profils arrivés, puis des risques liés à la cybersécurité, donc des profils plus peut-être technologiques, là où il y avait essentiellement des financiers et des écoles de commerce. On a commencé à voir des profils technologiques arriver, et puis avec la loi Pacte en 2019, cette dimension de rééquilibrage sur la raison d'être, le rôle, le sens de l'entreprise, et donc des profils plus RSE, accéléré évidemment avec la crise Covid, où la crise a rendu palpable pour toutes les entreprises les enjeux climatiques, les enjeux de fragilité, d'agilité, et le questionnement sur les supply chains et le rôle de l'entreprise. On va revenir sur le rôle de l'ESG, mais d'abord, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que vous m'avez dit, finalement, les choses évoluent, et ça, c'est une bonne chose. Et ce qui a beaucoup changé la donne, c'est la multiplication des IPO. Je me suis dit, mais alors, en quoi est-ce que le fait que ces sociétés start-up, scale-up entrent en bourse change le visage de la gouvernance ? Alors, dans la tête de beaucoup de dirigeants, la gouvernance s'est limitée au CAC 40 et au SBF. Oui, c'est vrai. Depuis 10 ans, le private equity notamment a contribué à
implémenter des gouvernances et pas exclusivement financières. Oui, ils sont assez support et force d'accompagnement, en tout cas sur ces sujets-là. Dans les PME, ETI dans lesquels ils rentrent au capital. Donc on a tout un tissu de PME, ETI qui a été acclimaté depuis 10 ans à la gouvernance, c'est-à-dire finalement ne pas laisser un dirigeant seul. Et je crois qu'en fait, les dirigeants sont assez contents de ne plus être tout seuls. Exactement. Ils sont très contents à partir du moment où ils sont partie prenante dans la sélection des administrateurs et où ils ont un soutien sur des enjeux, qu'ils soient technologiques, internationaux, financement, transformation, marque employeur. Et j'ai envie de dire, en fait, en même temps, avec la crise qu'on a traversée, c'est d'autant plus essentiel, je pense, de ne pas être tout seul. Mais c'est absolument clé. Donc, on a tout ce tissu des private equity et puis, il reste tout ce tissu des sociétés PME plus classiques ou familiales qui, en France, sont en statut de SAS, où la loi n'impose pas de gouvernance. Et donc, un acteur comme BPI France, par exemple, dans ses accélérateurs, promeut, encourage l'implémentation auprès des dirigeants d'une gouvernance volontaire, consultative, mais professionnalisée. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les IPO ? C'est qu'on a une accélération cette année d'IPO, c'est vrai. Énormément d'IPO, et pas de grands groupes, mais de scale-up, de sociétés qui ont été investies par des fonds et qui continuent leur accélération et en entrant en bourse, leur visibilité sur les marchés internationaux pour leur développement. Et en rentrant en bourse, que ce soit dans le secteur de la santé, on a le secteur des technos avec toute la transformation environnementale, les énergies renouvelables et ce sont et le digital, bien sûr. Ces 3 secteurs drainent énormément d'IPO. Une société rentre en bourse, elle passe en SA. D'accord, donc on change le statut juridique de la société. Elle passe de SAS en SA. Et donc la gouvernance obligatoire. En SA, la gouvernance est imposée par la loi. Donc, un conseil d'administration ou un conseil de surveillance avec un directoire, avec des administrateurs. Et là, la loi, 40% du genre le moins représenté dans le conseil, s'applique. Et donc, c'est un appel d'air extraordinaire pour des femmes administratrices au service de sociétés de plus modeste et plus petite taille, dans lesquelles les femmes peuvent se sentir extrêmement légitimes, là où parfois elles pouvaient hésiter dans les conseils de grands groupes. D'accord. Ouais, je comprends. Et alors, il y a un autre truc qui a changé, je crois, au mois de septembre, c'est le code Middle Next. Alors moi, je connaissais le code AFEP-MEDEF, mais pas le code Middle Next, qui encourage la diversité au sein du Conseil des petites capitalisations. Il a été revu. Qu'est-ce qui a changé dans ce code ? Eh bien, justement, comme je disais, quand une société rentre en bourse, elle est transformée en SA, si elle était en SAS. Et 2, elle doit suivre un code de gouvernance. Il y en a 2 en France. AFEP-MEDEF, qui est assez médiatique, connu parce qu'il s'adresse aux grandes capitalisations. Donc, quand on va parler du SBF 120, toutes les sociétés du SBF 120 suivent AFEP-MEDEF. Et puis, on a un deuxième code qui a peut-être moins fait parler de lui, qui s'adresse aux plus petites capitalisations. Il s'appelle Middle Next. Et effectivement, il a été créé en 2009, juste après AFEP-MEDEF en 2008. Et il a été peu revisité, peu évolué. Il avait eu une évolution en 2016 et il vient d'évoluer pour la 2e fois seulement en septembre en faisant la promotion notamment en recommandant la création des comités ESG. Donc c'est un code qui n'est pas contrôlant, c'est un code qui est vraiment qui encourage les sociétés à créer des comités simplement si c'est utile et qui donc a considérer que véritablement les enjeux ESG pour les PME, ETI, elles ont un rôle à jouer. Et donc la création de ce type de comité et par ailleurs la diversité au sein des conseils d'administration dans des profils donc moins financiers ou moins exclusivement chefs d'entreprise pour intégrer des compétences RH, sociales, transformation, communication et environnementale. Donc véritablement mettre cet enjeu ESG en cohérence avec la loi Pacte en amont
de la réflexion stratégique sur l'impact de la société, de l'entreprise dans la société. Donc ça, c'est génial. Dominique, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil en gouvernance et en recrutement d'administrateurs. Est-ce que toutes ces accélérations de diversité, tous ces nouveaux profils qui semblent devoir maintenant intégrer les organes de gouvernance, est-ce que ça vous impacte? Est-ce que le cahier des charges que vous donnent vos clients a changé? Est-ce que vous-même, vous avez peut-être du mal ou pas à trouver des profils? Parce que si tout le monde veut le même mouton à 5 pattes, ça devient compliqué. Alors, oui, le cahier des charges évolue. On avait un cahier des charges qui, pour les sociétés cotées, avait un prisme financier, parce que les sociétés cotées doivent avoir dans leur comité d'audit des profils financiers. Mmh. Et les femmes étaient souvent appelées sur ces compétences-là. Et donc, cette dimension ESG, elle fait partie c'est une accélération là depuis début septembre. Elle fait partie des cahiers des charges parce que justement il manque de compétences ESG dans la composition des conseils actuels. Ouais. Il en manque. Donc c'est un peu comme les profils numériques et digitaux il y a 7-8 ans. Donc il y a des opportunités pour les hommes et pour les femmes, mais là encore, il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans l'ESG, dans les entreprises. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, j'imagine. Des profils financiers ou non financiers, puisqu'on voit une professionnalisation de l'ESG avec la dimension non plus, j'allais dire, périphérique, mais bien professionnalisée, objectivée, mesurée en termes d'impact, avec des feuilles de route, donc avec des mécanismes que connaissent bien les professions financières. Donc ce sont des opportunités pour les femmes experts comptables, pour les femmes commissaires aux comptes, mais tous les profils, les femmes financières, mais aussi des profils plus RH et des profils ESG. Donc oui, le cahier des charges a évolué. C'est assez intéressant parce que alors que le sujet il est latent depuis la loi Pacte, vraiment, ouais. Il est même présent depuis la loi Pacte. On voit depuis à la fois le code, post-Covid, une accélération et un prisme ESG quasiment dans tous les cahiers des charges. Et moi, j'ai eu des recrutements eu la chance d'opérer sur des recrutements pour accompagner des sociétés qui font des IPO, où le cahier des charges a évolué par rapport à ce qu'il avait pu être exprimé pendant l'été. En intégrant justement un prisme ESG pour pouvoir créer un comité ESG et y intégrer des nouvelles entrantes. Et vous arrivez à avoir un référentiel pour recruter ces personnes, pour faire leurs compétences? C'est exactement la même question que pour trouver des femmes ingénieures dans l'industrie. C'est la même question pour trouver des femmes dans la tech et dans le numérique. Il y en a, certes, pas suffisamment, et en particulier pas suffisamment dans les COMEX et à la taille, ouais. À la tête des entreprises, mais il y en a. Il y a beaucoup de femmes compétentes, elles sont juste comme toujours invisibles. Nous, notre cabinet... C'est pas moi qui l'ai dit. Nous, notre cabinet, comme on travaille en coopération avec les réseaux féminins, et on est très engagés, vous le savez, et on ne forcera jamais nos clients, simplement on leur laisse le choix, et ici, je vous rappelle cette charte en faisant appel à nous, où ils s'engagent à rencontrer au moins pour un recrutement une femme, si ce n'est pas dans leur cahier des charges, au moins une, et au moins un primo-accédant, à condition qu'ils se soient formés auprès de programmes académiques comme celui de Viviane de Beaufort, celui de l'EM Lyon ou ceux de l'IFA. Donc il y a, ou auprès de notre cabinet, on a aussi des programmes courts, avec un certificat. Donc, ce qu'on garantit aux chefs d'entreprise, c'est que les personnes s'intéressent à la gouvernance, se sont formées et savent quel va être leur rôle et ce qu'on attend d'elles, et on apporte la compétence requise. Et au final, le client choisit. Si finalement il veut choisir un homme dans son cahier des charges initial, il a toute la liberté de le faire. Mais en fait, on met en évidence et on rend visible des femmes qui étaient invisibles. Et à chaque fois,
là, on vient de faire mouche encore sur avec 3 recrutements pour une société qui rejoint la bourse prochainement. Très très prochainement, je ne peux pas en dire plus. Et le président a été extrêmement satisfait de la qualité des profils présentés en quelques jours. Alors, ce qui va peut-être, c'est l'actualité de la semaine, qui a peut-être encore accéléré tout ça, c'est la loi qui est passée au Sénat cette semaine. Oui. Donc, adoption d'un quota de femmes parmi les cadres dirigeants, les membres des instances dirigeantes dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Proportion d'au moins 30% de femmes en 2027, 40% en 2030. Là, maintenant, ça va être entre les mains des cabinets de chasse, par exemple. Il va falloir proposer des profils. En fait, il y a 2 sujets. Il a souvent été... dit pour les anti-lois, il a souvent été dit que, OK, pour les conseils d'administration, il suffisait d'aller chercher des femmes à l'extérieur et que donc on pouvait en trouver, et que pour les COMEX, en fait, le sujet, c'est si on n'a pas de femmes à l'intérieur, on ne va pas composer son COMEX exclusivement de l'extérieur. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le sujet, il est interne et externe. Interne parce que pour promouvoir des femmes dans les instances COMEX, que dire, il faut acculturer à la diversité toute la société, parce qu'il y a des biais managériaux et avec des hommes au COMEX qui ne voient pas les biais, puisque les critères sont les mêmes de promotion pour les hommes et les femmes, mais ce sont des critères pensés par les hommes et donc qui éjectent, on le sait, les femmes entre 30 et 45 ans de leur promotion. Donc il faut acculturer, il faut changer ces critères qui permettent de la diversité. Il faut des programmes de mentoring ou de coaching pour les femmes. Donc, il y a des activités mixtes. Et puis, il faut imposer tout simplement dans les critères de haut potentiel, de sélection et de proposition quand un poste est ouvert, en interne comme en externe, qui est systématiquement un candidat homme et un candidat femme qui soit proposé. Et pour les cabinets de chasse, pour les recrutements qui sont externes, ce qu'on constate, c'est que quand on a eu des quotas pour les conseils d'administration, quand c'est externe, on sait aller en trouver. Donc souvent, les présidents me disent « Bah oui, mais moi, les cabinets de chasse m'ont proposé que des hommes. » Mais forcément, parce que les cabinets de chasse sont allés... S'ils sont allés chercher à l'extérieur des personnes qui étaient déjà à des niveaux de COMEX, effectivement, il y a majoritairement des hommes. Et donc, il s'agit d'avoir le même schéma que pour les conseils d'administration. Si on s'était contenté d'aller chercher des femmes qui étaient déjà dans les conseils, il n'y en avait quasi pas. Donc c'est à l'entreprise et à l'employeur aussi de dire à un moment, je veux... C'est au CEO, aux dirigeants d'exprimer au cabinet de chasse le fait qu'il exige dans la chasse et qu'on lui présente hommes et femmes. Et les femmes, pour les cabinets de chasse, il s'agit d'aller chercher des femmes qui ont des compétences ou le potentiel et d'évaluer ce potentiel et de faire confiance en termes de promotion pour que ces femmes puissent effectivement accéder au COMEX. Voilà, c'est les mêmes mécanismes. Et on sait que sans quota, sans quota, on ne change pas les habitudes de fonctionnement, cooptation entre hommes pour les conseils d'administration et pour les COMEX, critères de promotion pensés par des hommes qui éjectent les femmes entre 30 et 45 ans, et cabinets de chasse qui vont souvent chercher des personnes, ceinture et bretelles, qui ont déjà... qui leur ressemblent, on va dire ça comme ça. Et puis pour lesquels ils considèrent qu'il n'y a pas de risque de ne pas réussir le poste. Donc il faut changer le mindset, c'est tout. Merci beaucoup. Et la loi le permettra. Et ça, c'est extraordinaire. C'est super. Marie-Jo de Zimmermann n'a rien lâché en 10 ans. Elle a été active aux côtés de Marie-Pierre Rixain. Et c'est extraordinaire que, en 10 ans, on a démontré sur les conseils. Il aura fallu 10 ans pour que la société française puisse finalement accepter de passer au quota, et on est reparti pour 10 ans pour les COMEX. Merci beaucoup Dominique Druon, présidente fondatrice d'Aliat. Merci d'avoir été avec nous. Merci Aurélie.